En 1746, dans une propriété secrète aux abords de Versailles, un enfant de 12 ans nommé Adrien de la Croix allait commettre un acte si calculé et si froid qu'il ébranlerait les fondations même d'un projet clandestin de la couronne française. Mais avant de vous raconter cette histoire troublante qui pourrait bien avoir changé le cours de l'histoire, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces récits oubliés des archives les plus sombres de notre passé. Cette histoire commence véritablement en 1734, lorsque la mort frappa simultanément plusieurs familles bourgeoises à travers le royaume de France. Ce que ces familles ignoraient, c'est qu'elles avaient été soigneusement sélectionnées pour participer, bien malgré elles, à l'une des expérimentations humaines les plus terrifiantes jamais orchestrées par la monarchie française. L'année 1734 marquait la 19e année du règne de Louis XV, une époque où la cour de Versailles rayonnait de sa splendeur, mais cachait également ses secrets les plus inavouables. Le roi, alors âgé de 24 ans, consolidait son pouvoir absolu tandis que ses conseillers les plus proches orchestraient dans l'ombre des projets que l'histoire officielle n'a jamais consignés. La France de cette époque était un royaume en pleine transformation. Les idées des Lumières commençaient à germer dans les esprits cultivés, mais la société restait profondément ancrée dans ses traditions d'ancien régime. C'est dans ce contexte de tension entre modernité et tradition que certains courtisans influents développèrent des théories sur ce qu'ils appelaient l'amélioration de l'espèce humaine par l'éducation contrôlée. Ces théories, inspirées des écrits encore confidentiels de certains philosophes, suggéraient qu'il était possible de créer des êtres humains aux capacités exceptionnelles en les soumettant dès leur plus jeune âge à des conditions d'apprentissage spécifiques. Non pas l'éducation traditionnelle dispensée dans les collèges jésuites, mais quelque chose de radicalement différent. Une formation qui façonnerait non seulement l'intellect, mais également la personnalité, les réflexes, et même la moralité. C'est dans ce contexte qu'émergea, selon des documents retrouvés bien plus tard dans les archives secrètes du château, un projet d'une ambition et d'une cruauté sans précédent. Des enfants, sélectionnés selon des critères très précis, devaient être façonnés dès leur plus jeune âge pour servir les intérêts les plus délicats de la couronne. Non pas comme de simples serviteurs ou des soldats, mais comme des instruments humains d'une sophistication redoutable. Le projet fut baptisé officieusement les Anges de Sa Majesté, un nom qui témoignait à la fois de l'ambition démesurée de ses concepteurs et de leur cynisme absolu. Car ces anges étaient destinés à accomplir les tâches les plus sombres, espionnage, séduction, manipulation, chantage et, si nécessaire, élimination physique des ennemis du royaume. Le domaine de Bellefontaine, situé à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Versailles, fut choisi pour abriter cette entreprise secrète. Cette propriété de 150 hectares, officiellement acquise pour y installer une école de formation pour jeunes gens de bonne famille, dissimulait en réalité bien autre chose. Entourée de hauts murs de pierre et gardée jour et nuit par des hommes en armes portant les couleurs discrètes de la maison royale, Bellefontaine était devenue une forteresse impénétrable, au regard indiscret. L'architecture même des lieux avait été modifiée pour servir ce dessein particulier. Les anciennes écuries avaient été transformées en dortoirs spartanaux où chaque enfant disposait d'un espace réduit au strict minimum. Un lit de planches, une couverture de laine grossière, un coffre pour ranger ses maigres effets personnels. Aucun ornement, aucune décoration, rien qui puisse rappeler la douceur d'un foyer familial. Les salles de réception du château principal abritaient désormais des salles de cours aux allures sinistres, équipées de matériel d'entraînement physique et mental qui n'avaient rien de commun avec l'éducation traditionnelle de l'époque. Des cordes pendant du plafond, des obstacles de bois et de métal, des cibles de différentes formes, des instruments dont l'usage n'était pas immédiatement identifiable, mais qui évoquaient plutôt l'outillage d'un tortionnaire que celui d'un pédagogue. Les murs étaient couverts de cartes de l'Europe, mais pas les cartes géographiques habituelles.
Ces cartes indiquaient les cours étrangères, leurs alliances, leurs faiblesses supposées, les noms des personnages influents et leurs liens familiaux. D'autres cartes détaillaient les principales villes du royaume avec un niveau de précision inhabituel. Emplacement des casernes, des prisons, des résidences nobles, des routes d'évasion possibles. Mais ce qui rendait Bellefontaine véritablement unique, c'étaient ses souterrains. Un réseau complexe de galeries et de chambres souterraines s'étendait sous l'ensemble de la propriété, créant un monde parallèle où la lumière du jour ne pénétrait jamais. Ces espaces, selon les témoignages fragmentaires qui nous sont parvenus, servaient à des exercices d'entraînement si particuliers qu'ils défient encore aujourd'hui la compréhension. Les galeries principales étaient suffisamment larges pour qu'un homme puisse s'y déplacer debout, mais elles se ramifiaient en couloirs plus étroits, puis en boyaux si resserrés qu'un enfant devait ramper pour les emprunter. Cette architecture labyrinthique n'était pas le fruit du hasard. Elle reproduisait les conditions que les futurs anges pourraient rencontrer lors de missions d'infiltration dans des châteaux ennemis, des couvents ou des bâtiments officiels. Certaines chambres souterraines étaient aménagées comme de véritables décors de théâtre. Une salle reproduisait fidèlement un salon noble avec ses dorures et ses tapisseries. Une autre imitait une cellule de prison avec ses chaînes et ses instruments de torture. Une troisième évoquait un confessionnal d'église, avec son atmosphère feutrée et mystique. Les enfants s'entraînaient dans ces décors à jouer tous les rôles possibles, à s'adapter à tous les environnements, à tromper tous les regards. Le personnel du domaine avait été sélectionné avec le même soin que l'architecture. Aucun des serviteurs, gardes ou instructeurs n'avait de famille dans la région. Tous avaient été choisis pour leur discrétion, leur absence de scrupules, et surtout pour leur dépendance absolue envers leurs employeurs. Anciens soldats déshonorés, prêtres défroqués, nobles ruinés, tous avaient des raisons de se taire et de servir fidèlement leur maître. Tout commença par une série de tragédies apparemment sans lien entre elles. Au cours de l'hiver 1734, pas moins de 15 familles bourgeoises à travers la France furent frappées par des morts suspectes. Des incendies mystérieux, des empoisonnements soudains, des accidents de carrosse aux circonstances troubles. Dans chaque cas, les parents périssaient, laissant derrière eux des enfants orphelins âgés de 5 à 7 ans. Ce qui aurait pu passer pour une suite de coïncidences malheureuses révéla sa véritable nature lorsque, dans les semaines qui suivirent chaque tragédie, des représentants de la couronne se présentèrent pour prendre en charge l'éducation et l'avenir de ces orphelins. Les familles élargies, quand elles existaient, furent écartées par des moyens légaux complexes mais imparables. Des héritages bloqués, des titres de propriété contestés, des accusations de mauvaise moralité qui rendaient impossible toute adoption alternative. L'organisation de ces accidents révélait une planification minutieuse qui avait dû s'étaler sur plusieurs mois. Chaque famille avait été étudiée, analysée, évaluée selon des critères mystérieux. Les agents chargés de ces opérations avaient infiltré les cercles sociaux de leurs cibles, étudié leurs habitudes, identifié leurs vulnérabilités. L'incendie qui détruisit la demeure des Delacroix à Lyon, par exemple, se déclara exactement au moment où les parents se trouvaient dans leur chambre, mais épargna miraculeusement la chambre d'enfants située à l'étage supérieur. Les empoisonnements présentaient eux aussi des caractéristiques troublantes. Les substances utilisées tuaient les adultes en quelques heures, mais semblaient n'avoir aucun effet sur les enfants qui avaient pourtant partagé les mêmes repas. Les accidents de carrosse se produisaient toujours à des endroits précis où la survie des petits passagers était statistiquement probable, tandis que celle des adultes était pratiquement impossible. Parmi ces enfants se trouvait Adrien Delacroix, fils unique d'un prospère marchand de soieries de Lyon. Ses parents, Marie-Claire et Antoine Delacroix, avaient péri dans l'incendie mystérieux de leur demeure un soir de février. La famille Delacroix était respectée dans le milieu marchand lyonnais pour son honnêteté et sa piété, mais également pour la précocité intellectuelle de leur fils unique. Dès l'âge de 4 ans,
Adrien avait manifesté des capacités exceptionnelles. Il savait lire couramment, effectuer des calculs complexes de tête, et surtout, il semblait posséder une intuition troublante concernant les intentions réelles des adultes qui l'entouraient. Ses parents racontaient de volontiers, lors des réunions familiales, comment leur fils était capable de prédire avec une précision déconcertante le comportement de leurs clients, leurs employés, ou même de parfaits inconnus. Cette réputation de petit prodige avait dépassé les frontières de Lyon et était parvenue aux oreilles des recruteurs du programme secret. Des observateurs discrets avaient été envoyés pour étudier l'enfant pendant plusieurs mois avant que la décision d'éliminer ses parents ne soit prise. Ils avaient confirmé que le petit Adrien possédait effectivement des capacités hors du commun, mais également une personnalité qui semblait particulièrement adaptable aux objectifs du programme. Adrien, alors âgé de 6 ans, fut retrouvé dans les décombres, miraculeusement indemne, mais profondément traumatisé par la perte brutale de sa famille. Ce traumatisme, loin d'être considéré comme un obstacle par les concepteurs du programme, était au contraire perçu comme un atout. Un enfant psychologiquement déstabilisé serait plus facile à modeler selon leurs désirs. Les documents officiels de l'époque, consultables dans les archives départementales du Rhône, attestent que l'enfant fut confié aux soins bienveillants de Sa Majesté suite à une recommandation du lieutenant-général de police de Lyon. Cette recommandation, curieusement, était parvenue au château seulement 2 jours après l'incendie, suggérant une préparation qui dépassait la simple réactivité administrative. Adrien ne fut pas le seul. Élise Beaumont, orpheline de Rouen après la mort suspecte de ses parents négociants. La fillette de 6 ans avait été retrouvée dans sa chambre, apparemment endormie, tandis que ses parents gisaient dans la cuisine, empoisonnés par un repas qu'ils avaient pris seuls. Pierre Durand, dont les parents vignerons de Bourgogne, avait succombé à un empoisonnement mystérieux lors d'une dégustation de leur propre vin avec un acheteur qui ne fut jamais identifié. Catherine Lemoine, fille d'un orfèvre parisien mort dans l'effondrement de son atelier. Un effondrement si parfaitement ciblé qu'il n'endommagea que la partie du bâtiment où travaillait l'artisan, épargnant l'appartement familial où dormait la fillette. Margot Tessier, dont les parents marchands de Marseille périrent dans un naufrage au large des côtes provençales, naufrage qui ne fit qu'une seule survivante. Leur fille de 5 ans, retrouvée agrippée à un débris de mât. Jean-Baptiste Fournier, petit-fils d'un armateur nantais, qui perdit ses parents et grands-parents dans un incendie criminel qui détruisit leur demeure familiale, mais épargna la remise où l'enfant jouait ce jour-là. Charles Dubois, fils d'un libraire d'Orléans dont les parents moururent écrasés par leur propre bibliothèque lors d'un tremblement de terre qui ne fut ressenti nulle part ailleurs dans la région. Au total, 23 enfants furent ainsi recueillis par la couronne au cours de cette année funeste. Tous présentaient des caractéristiques communes troublantes. Ils étaient issus de familles aisées mais sans titre de noblesse, avaient tous fait preuve d'une intelligence précoce, remarquée par leur entourage, et possédaient tous une beauté physique harmonieuse qui les distinguait de leur père. Plus inquiétant encore, les enquêtes sommaires menées sur les décès de leurs parents concluaient systématiquement à des accidents ou des causes naturelles, malgré des circonstances souvent suspectes. Les autorités locales, manifestement pressées de classer ces affaires, refusaient d'approfondir leurs investigations. Dans certains cas, les témoins potentiels disparaissaient mystérieusement ou se rétractaient soudainement, invoquant des erreurs de perception ou de mémoire. Cette série de tragédies orchestrées révélait l'existence d'un réseau d'agents expérimentés, capables d'opérer simultanément dans toute la France avec une efficacité redoutable. Mais surtout, elle témoignait d'une planification à long terme qui avait nécessité des ressources considérables et une autorité suffisante pour faire taire les enquêtes officielles. L'arrivée au domaine de Bellefontaine marqua pour ces enfants le début d'une existence dont ils ne pouvaient alors imaginer ni la nature ni les conséquences. Adrien, comme ses compagnons d'infortune, fut accueilli par un personnage qui allait marquer profondément les années suivantes. Dom Augustin de Chevreuse,
ancien officier de la garde royale, reconverti dans ce qu'il appelait lui-même l'éducation spécialisée. De Chevreuse était un homme de 45 ans environ, au physique imposant et au regard perçant, qui semblait pouvoir lire dans les pensées les plus secrètes. Grand, large d'épaules, il portait constamment un uniforme militaire sobre mais impeccablement taillé. Son visage buriné portait les cicatrices de plusieurs blessures de guerre, et sa voix grave résonnait avec l'autorité de celui qui avait commandé des hommes sur les champs de bataille. Ces méthodes pédagogiques, qui allaient rapidement se révéler, n'avaient rien de commun avec l'enseignement traditionnel dispensé dans les collèges de l'époque. Dès le premier jour, les enfants comprirent qu'ils étaient entrés dans un monde où les règles habituelles de l'enfance n'avaient plus cours. Le discours d'accueil de Chevreuse fut d'une clarté brutale. Vous n'êtes plus des enfants ordinaires. Vos parents sont morts, vos anciennes vies sont terminées. Vous allez renaître ici pour devenir ce que Sa Majesté attend de vous. Des instruments parfaits au service de la grandeur de la France. Le réveil sonnait chaque matin à 4 heures. Les enfants disposaient de 15 minutes pour leur toilette et s'habiller, puis devaient se rassembler dans la cour principale pour ce que de Chevreuse appelait l'exercice du silence. Pendant 1 heure, ils devaient rester immobiles, sans prononcer un mot, en observant attentivement tout ce qui les entourait. Le moindre mouvement, le plus petit bruit, était sanctionné par des punitions dont la sévérité dépassait largement ce qui était considéré comme acceptable, même à cette époque où la discipline était reine. Ces punitions prenaient des formes variées mais toujours calculées pour marquer psychologiquement l'enfant fautif. Privation de nourriture pendant 24 heures, exposition aux intempéries dans la cour du château, récitation de textes latins pendant des heures sans interruption, ou pire encore, isolement total dans l'une des cellules souterraines où l'enfant passait plusieurs jours dans l'obscurité complète, nourri 1 fois par jour d'un brouet immangeable. Après ce premier exercice, venait le déjeuner, pris en silence absolu dans le réfectoire du château. La nourriture, bien que nourrissante, était volontairement fade et servie en portions calculées au gramme près, selon l'âge et la constitution de chaque enfant. Les enfants apprenaient ainsi à ne jamais considérer comme acquis le moindre plaisir, même le plus élémentaire. Ils mangeaient avec des ustensiles en bois grossier, dans des écuelles de terre cuite dépourvues de tout ornement. Le réfectoire lui-même était conçu pour renforcer cette atmosphère d'austérité. De longues tables de bois brut, des bancs sans dossier, des murs nus percés de fenêtres étroites qui ne laissaient filtrer qu'une lumière parcimonieuse. Au-dessus de la table d'honneur où prenait place de Chevreuse, un portrait du roi Louis XV rappelait constamment aux enfants au nom de qui ils enduraient ces épreuves. Les matinées étaient consacrées à ce que de Chevreuse appelait l'éducation de l'esprit. Mais il ne s'agissait pas là d'apprendre à lire, écrire et compter comme dans n'importe quelle école. Les enfants étudiaient les expressions du visage humain, apprenant à déchiffrer dans le moindre tressaillement d'une paupière ou dans l'imperceptible crispation d'une lèvre les émotions réelles que leurs interlocuteurs tentaient de dissimuler. Pour cela, de Chevreuse avait fait installer dans une salle du château une collection de portraits peints, représentant des visages, exprimant toutes les nuances possibles d'émotions. Mais ces portraits n'étaient pas des œuvres d'art conventionnelles. Ils avaient été réalisés d'après nature par des peintres spécialisés en observant de véritables personnes soumises à des émotions authentiques. Joie, tristesse, colère, peur, surprise, dégoût, mépris. Chaque sentiment était décliné en dizaines de variations subtiles. Les enfants passaient des heures devant ces portraits, apprenant à identifier non seulement l'émotion principale, mais également les sentiments secondaires qui l'accompagnaient. Ils découvraient ainsi que la colère pouvait masquer la peur, que la joie apparente cachait parfois une profonde tristesse, que le mépris révélait souvent une blessure d'orgueil. Ils s'entraînaient également à contrôler leurs propres expressions, passant des heures devant des miroirs à façonner leur visage selon les émotions qu'ils souhaitaient feindre. Joie, tristesse, colère, peur, surprise. Tout devait pouvoir être simulé avec une conviction absolue. De Chevreuse utilisait pour cela une méthode particulièrement perturbante.
Il racontait aux enfants des histoires véritables, souvent tirées de faits divers, atroces de l'époque, en leur demandant de réagir par des expressions qui ne correspondaient pas du tout au contenu du récit. Ainsi, quand il leur narrait l'exécution publique d'un criminel avec tous les détails sordides de la torture et de la mort, il devait exprimer la joie la plus pure. Quand il leur décrivait une fête de mariage avec ses fastes et ses réjouissances, il devait manifester une tristesse profonde. Cette dissociation permanente entre ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils exprimaient créait chez les enfants un trouble psychologique profond qui, avec le recul, apparaît comme parfaitement calculé. L'objectif était clair: briser le lien naturel entre émotion et expression, créer des individus capables de mentir avec leur visage aussi naturellement qu'ils respiraient. Mais les conséquences psychologiques de cette formation étaient terrifiantes. Les enfants perdaient progressivement la capacité de ressentir authentiquement leurs propres émotions, devenant des acteurs permanents de leur propre existence. Les après-midi étaient dévolus à l'éducation du corps. Là encore, rien de commun avec les exercices physiques habituels. Les enfants apprenaient à se mouvoir sans faire le moindre bruit, à escalader les murs du château avec l'agilité de véritables acrobates, à se faufiler dans des espaces si restreints qu'un adulte n'aurait pu les emprunter. L'entraînement physique se déroulait dans la cour principale du château, mais également dans les souterrains où avaient été aménagés des parcours d'obstacles d'une difficulté croissante. Les enfants devaient apprendre à ramper dans des boyaux étroits, à escalader des parois verticales en s'aidant d'infimes prises, à traverser des fosses remplies d'eau glacée, à maintenir leur équilibre sur des poutres étroites tendues au-dessus du vide. Mais surtout, ils apprenaient à infliger et à endurer la douleur. De Chevreuse justifiait ces exercices par la nécessité de former des êtres capables de résister aux pires épreuves pour servir leur roi. Les enfants étaient soumis à des épreuves de résistance physique qui dépassaient largement leurs capacités naturelles. Exposition au froid extrême dans les caves du château, privation de nourriture pendant des périodes prolongées, maintien de positions douloureuses pendant des heures. Ces épreuves étaient représentées comme des jeux ou des défis, mais leur véritable objectif était d'endurcir les enfants physiquement et moralement, de les habituer à supporter la souffrance sans se plaindre, voire sans la manifester. Les plus résistants étaient félicités et recevaient des privilèges mineurs, une portion supplémentaire au repas, une couverture plus chaude, une exemption de corvée. Les plus faibles étaient sanctionnés et soumis à des épreuves encore plus sévères jusqu'à ce qu'ils s'endurcissent ou disparaissent. Plus troublant encore, ils apprenaient également à faire souffrir. Sur des animaux d'abord, puis sur des mannequins de paille, enfin, les uns sur les autres. De Chevreuse organisait des exercices de résistance mutuelle où les enfants devaient à tour de rôle infliger à leurs camarades des douleurs calculées tout en apprenant à ne manifester aucune émotion. Ces exercices prenaient la forme de jeux soigneusement codifiés. Un enfant désigné devait faire avouer à un autre un secret imaginaire en utilisant diverses formes de pression physique, torsion des articulations, pincement des nerfs, compression de points douloureux. L'enfant interrogé devait résister le plus longtemps possible sans révéler le secret, tandis que l'interrogateur devait faire preuve de créativité et d'efficacité dans ses méthodes. Les rôles s'inversaient régulièrement, de sorte que chaque enfant apprenait à la fois à torturer et à être torturé. Cette perversion de l'innocence enfantine créait entre les pensionnaires de Bellefontaine des liens paradoxaux. Ils étaient à la fois victimes et bourreaux les uns des autres, complices et rivaux dans cette entreprise de déshumanisation progressive. Les soirées étaient consacrées à ce que de Chevreuse appelait l'éducation de l'âme. Après le repas du soir, pris comme celui du matin dans un silence absolu, les enfants se rassemblaient dans la grande salle du château pour des séances qui mêlaient instruction religieuse pervertie et endoctrinement politique. De Chevreuse leur enseignait une version déformée du catholicisme où la dévotion au roi remplaçait l'amour de Dieu, où le mensonge et la cruauté devenaient des vertus quand ils servaient les intérêts de la couronne, où la pitié et la compassion étaient présentées comme des faiblesses dangereuses.
Il leur expliquait que leur ancienne moralité d'enfants bourgeois devait céder la place à une éthique supérieure, celle du serviteur absolu de Sa Majesté. Ces séances se terminaient par des confessions publiques où chaque enfant devait révéler devant ses camarades les pensées indignes qu'il avait pu avoir dans la journée. Nostalgie de sa famille défunte, compassion pour un camarade puni, dégoût devant certains exercices. Ces aveux étaient minutieusement consignés par de Chevreuse dans un registre secret, créant pour chaque enfant un dossier psychologique détaillé qui révélait ses faiblesses et ses résistances. C'est dans ce contexte que la personnalité particulière d'Adrien Delacroix commença à se révéler. Contrairement à ses camarades qui manifestaient, malgré le dressage intensif, des signes de souffrance psychologique évidents, Adrien semblait non seulement s'adapter à ce régime inhumain, mais y prospérer de façon inquiétante. Dès sa première semaine à Bellefontaine, les instructeurs remarquèrent que l'enfant ne pleurait jamais, même lors des punitions les plus sévères. Il acceptait les épreuves avec un stoïcisme qui dépassait largement ce qu'on pouvait attendre d'un enfant de 6 ans. Plus troublant encore, il semblait étudier le comportement de ses tortionnaires avec la curiosité détachée d'un naturaliste observant des spécimens intéressants. Pendant les exercices d'observation et de déduction, Adrien montrait des capacités qui dépassaient non seulement celles de ses camarades, mais également celles que de Chevreuse avait pu observer chez ses instructeurs adultes. L'enfant parvenait à deviner avec une précision troublante non seulement les émotions réelles de ses interlocuteurs, mais également leurs intentions cachées et parfois leurs pensées les plus secrètes. Cette aptitude se manifesta pour la première fois de façon spectaculaire lors d'un exercice apparemment anodin. De Chevreuse avait fait aligner tous les enfants dans la cour et leur avait demandé de deviner ce qu'ils pensaient en observant uniquement son visage. La plupart des enfants proposèrent des réponses conventionnelles. Monsieur pense à notre éducation. Monsieur réfléchit à nos progrès. Monsieur se demande qui sera le meilleur élève. Quand vint le tour d'Adrien, l'enfant resta silencieux pendant de longues minutes, scrutant intensément le visage de son instructeur. Puis il déclara, de sa voix claire et posée, « Monsieur ne pense pas à nous. Il pense à une femme qu'il a aimée autrefois et qui est morte. Il se demande si elle approuverait ce qu'il fait maintenant. Et il a peur que la réponse soit non. » Le silence qui s'ensuivit fut glacial. De Chevreuse, visiblement ébranlé, tenta de nier, mais sa réaction même confirmait la justesse de l'observation d'Adrien. L'enfant avait réussi à percer non seulement les défenses psychologiques de son instructeur, mais également à mettre le doigt sur la blessure secrète qui le tourmentait depuis des années. Cette aptitude extraordinaire d'Adrien se confirma au fil des semaines suivantes. Lors des exercices de manipulation psychologique, il parvenait à faire avouer à ses camarades leurs secrets les plus intimes en quelques minutes seulement. Lors des séances d'entraînement physique, il anticipait les mouvements de ses adversaires avec une précision qui déconcertait les instructeurs les plus expérimentés. Mais ce qui troublait le plus l'entourage d'Adrien, c'était son attitude pendant les exercices de torture mutuelle. Là où les autres enfants manifestaient au moins un certain malaise, une réticence naturelle à faire souffrir leurs camarades, Adrien semblait éprouver une satisfaction visible quand il parvenait à briser psychologiquement l'un de ses pairs. Il développait des méthodes d'interrogatoire, d'une sophistication troublante, combinant douleur physique et pression psychologique avec l'expertise d'un tortionnaire expérimenté. Il savait exactement quelle douleur infliger pour obtenir un aveu sans laisser de traces, quelle faille psychologique exploiter pour détruire les résistances de sa victime. Plus inquiétant encore, il semblait prendre plaisir à ses exercices. Son visage s'animait d'une lueur particulière quand il voyait un camarade craquer sous la pression, et il manifestait une déception évidente quand les séances se terminaient trop rapidement. Cette évolution troublante d'Adrien n'échappait pas à de Chevreuse, mais l'instructeur l'interprétait comme le signe d'un succès pédagogique exceptionnel.
Il voyait en cet enfant l'aboutissement parfait de ses méthodes, la preuve vivante qu'il était possible de créer un être humain entièrement dévoué aux intérêts de la couronne, débarrassé des scrupules moraux qui limitaient l'efficacité des agents traditionnels. Dès sa 2e année à Bellefontaine, les instructeurs remarquèrent chez lui des capacités qui dépassaient largement ce qui était attendu, même dans le cadre de cette formation exceptionnelle. Lors des exercices d'observation et de déduction, Adrien parvenait à deviner avec une précision troublante non seulement les émotions réelles de ses interlocuteurs, mais également leurs intentions cachées et parfois leurs pensées les plus secrètes. Cette aptitude se manifesta de façon spectaculaire lors d'un exercice particulier organisé par de Chevreuse en 1737. L'instructeur avait fait venir au château un homme qu'il présenta comme un visiteur de marque, sans révéler son identité. Cet homme, élégamment vêtu et d'âge mûr, portait les habits discrets mais coûteux de la haute bourgeoisie parisienne. Il avait été présenté aux enfants comme un évaluateur, chargé de mesurer leur progrès pour le compte de hautes personnalités restées anonymes. L'exercice était simple en apparence. Chaque enfant devait s'entretenir quelques minutes avec le visiteur et tenter de deviner sa profession, ses préoccupations du moment et la raison véritable de sa présence au château. Les premiers enfants interrogés proposèrent des réponses prudentes et conventionnelles. Élise Beaumont suggéra que le visiteur était un noble de cour venu vérifier que les fonds royaux étaient bien employés. Pierre Durand pensa qu'il s'agissait d'un militaire déguisé chargé d'évaluer leurs aptitudes au combat. Quand vint le tour d'Adrien, alors âgé de 9 ans, la rencontre prit une tournure que personne n'avait anticipée. L'enfant s'assit face au visiteur et l'observa pendant de longues minutes sans prononcer un mot. Son regard, d'une intensité troublante pour un enfant de cet âge, semblait radiographier l'homme assis en face de lui. Après avoir échangé quelques politesses avec le visiteur, Adrien déclara soudain de sa voix claire et posée « Monsieur n'est pas venu pour évaluer nos progrès. Il est venu parce qu'il doute de la loyauté de Dom de Chevreuse envers Sa Majesté. Il pense que notre instructeur détourne une partie des fonds alloués au programme pour son usage personnel. » Le silence qui s'ensuivit fut glacial. Le visiteur, visiblement décontenancé, tenta de nier avec un rire forcé, mais Adrien continua avec le même calme. « Monsieur porte sous son manteau une liasse de documents qui prouvent ses détournements. Il a également sur lui une arme qu'il compte utiliser si Dom de Chevreuse tente de l'empêcher de repartir avec les preuves. Et il a peur, parce qu'il sait que s'il échoue dans sa mission, sa propre famille sera menacée. » L'enfant marqua une pause, puis ajouta avec une précision glaçante « Monsieur a une fille à peu près de mon âge. Elle s'appelle Charlotte et elle étudie au couvent des Ursulines à Paris. Sa femme se prénomme Marguerite et elle souffre d'une maladie de poitrine qui l'affaiblit progressivement. Monsieur craint qu'en cas d'échec de sa mission, ces deux personnes qu'il chérit plus que sa propre vie ne subissent les conséquences de sa défaillance. » De Chevreuse, livide, ordonna de fouiller le visiteur. On découvrit effectivement les documents mentionnés par Adrien, ainsi qu'un pistolet chargé dissimulé sous le manteau. Mais plus troublant encore, on trouva dans ses affaires personnelles un portrait miniature représentant une femme et une fillette qui correspondaient exactement aux descriptions données par l'enfant. Le visiteur, qui se révéla être effectivement un inspecteur des finances royales nommé Antoine Mercier, ne put jamais expliquer comment un enfant de 9 ans avait pu déduire avec une telle précision non seulement le motif de sa visite et le contenu de ses affaires personnelles, mais également des détails intimes sur sa vie familiale qu'il n'avait révélés à personne. Interrogé plus tard par de Chevreuse, Adrien expliqua sa méthode avec le détachement d'un professeur exposant une démonstration scientifique. Monsieur Mercier portait des vêtements de qualité, mais pas neufs, ce qui indique une aisance récente, mais non ancienne. Ses mains montrèrent les traces d'un travail d'écriture intensif, mais pas les callosités d'un scribe ordinaire, donc il occupe un poste administratif de responsabilité. La manière dont il observait les lieux révélait qu'il cherchait des preuves de malversation, et sa nervosité trahissait qu'il craignait pour sa sécurité. L'enfant continua son analyse avec une froideur déconcertante.
Pour ce qui concerne sa famille, j'ai observé qu'il portait une alliance récente mais usée, donc un mariage d'amour qui dure depuis plusieurs années. Une tache sur sa manche droite provenait visiblement de médicaments contre la toux, donc quelqu'un de proche souffre de problèmes respiratoires. Et le parfum discret qui émanait de ses vêtements était celui qu'utilisent les religieuses enseignantes, donc il côtoie régulièrement un couvent où se trouve probablement sa fille. Cette démonstration bouleversa profondément de Chevreuse. Non seulement Adrien avait fait preuve de capacités déductives exceptionnelles, mais il avait également révélé une connaissance troublante des parfums, des tissus, des habitudes sociales qui dépassaient largement ce qu'un enfant de 9 ans pouvait normalement acquérir, même dans le cadre de la formation intensive de Bellefontaine. Cet incident marqua un tournant dans le traitement réservé à Adrien. De Chevreuse, conscient que l'enfant représentait à la fois un atout exceptionnel et une menace potentielle, décida de lui réserver un entraînement particulier. Adrien fut séparé de ses camarades pour des séances d'instruction individuelles qui se déroulaient dans les souterrains du château. C'est là, dans ces galeries souterraines que la lumière du jour n'atteignait jamais, qu'Adrien reçut ce que de Chevreuse appelait l'éducation supérieure. Les détails de cette formation nous sont parvenus par fragments, à travers les témoignages recueillis bien plus tard auprès de serviteurs du château qui avaient pu observer à leur insu certains de ces exercices particuliers. Il semblerait qu'Adrien ait été soumis à des épreuves d'un genre totalement différent de celles infligées aux autres enfants. On l'enfermait pendant des jours entiers, dans l'obscurité la plus complète, avec pour seule compagnie des adultes qu'il ne pouvait voir mais dont il devait deviner les intentions, les mensonges, les faiblesses. Ces adultes étaient souvent des prisonniers amenés secrètement au château, des espions capturés, des criminels en attente de jugement, parfois même des nobles tombés en disgrâce et que l'on cherchait à retourner. Adrien apprenait à les manipuler par la seule force de ses paroles, à leur extorquer des informations, à les retourner contre leurs complices ou leurs maîtres. Sa voix d'enfant, sa supposée innocence, devenaient des armes redoutables entre ses mains précocement expertes dans l'art de la manipulation. Il découvrait ainsi que les adultes les plus endurcis baissaient leur garde face à un enfant, révélant des secrets qu'ils auraient emportés dans la tombe face à un interrogateur adulte. Mais ce qui troublait le plus les témoins de ces séances, c'était l'attitude d'Adrien lui-même. Là où d'autres enfants auraient manifesté de la peur, de la répulsion, ou au minimum un malaise évident, lui semblait éprouver une satisfaction malsaine à exercer cette emprise psychologique sur des adultes. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante quand il parvenait à faire craquer un homme 2 fois plus âgé que lui, à le faire pleurer ou le supplier. Les exercices d'Adrien ne se limitaient pas aux interrogatoires. De Chevreuse lui enseignait également l'art du poison, lui apprenant à reconnaître les substances mortelles, à calculer les dosages selon le poids et l'âge des victimes, à masquer les goûts suspects par des mélanges savants. L'enfant manifestait pour ses leçons une aptitude naturelle qui glaçait le sang de son instructeur lui-même. Il apprenait aussi l'art du déguisement, non pas seulement pour changer d'apparence, mais pour adopter des personnalités complètement différentes. Adrien pouvait tour à tour jouer l'enfant innocent et naïf, le petit noble arrogant et capricieux, l'orphelin pathétique en quête de protection, ou même de façon plus troublante, l'enfant pervers et complice des pires turpitudes adultes. Ces transformations n'étaient pas seulement superficielles. Adrien semblait véritablement devenir le personnage qu'il incarnait, adoptant non seulement ses manières et son langage, mais également sa psychologie profonde. Cette capacité de métamorphose psychologique dépassait largement ce que de Chevreuse avait pu observer chez les acteurs et espions les plus talentueux. L'hiver de 1742 marqua un tournant sinistre dans l'histoire du domaine de Bellefontaine. Adrien, désormais âgé de 11 ans, était devenu l'élève le plus avancé du programme, mais aussi le plus imprévisible. De Chevreuse lui-même commençait à manifester une inquiétude croissante face au comportement de son protégé. Cette inquiétude avait plusieurs sources. D'abord, Adrien manifestait une indépendance d'esprit qui cadrait mal avec l'obéissance absolue exigée des futurs anges de Sa Majesté.
L'enfant posait des questions pertinentes sur les objectifs réels du programme, s'interrogeait ouvertement sur le devenir de certains de ses camarades qui avaient été transférés vers d'autres formations, et surtout, il semblait développer ses propres projets parallèlement à l'enseignement officiel. De plus, les autres enfants commençaient à manifester envers Adrien un mélange de crainte et de fascination qui perturbait l'équilibre du groupe. Certains le considéraient comme un leader naturel et cherchaient à gagner ses faveurs. D'autres le fuyaient, comme s'il représentait un danger mortel. Cette polarisation créait des tensions qui menaçaient la cohésion du programme. Mais c'est l'attitude d'Adrien lui-même qui inquiétait le plus de Chevreuse. L'enfant semblait avoir dépassé le stade de l'élève docile pour devenir un observateur critique de son environnement. Il étudiait ses instructeurs avec la même attention minutieuse qu'il portait aux prisonniers soumis à ses interrogatoires, comme s'il préparait quelque chose. Cette inquiétude se transforma en véritable alarme lorsque commencèrent les disparitions. Le premier à disparaître fut Pierre Durand, l'orphelin bourguignon. Un matin de décembre, son lit fut trouvé vide, ses affaires personnelles soigneusement rangées comme s'il était parti de son plein gré. Une battue fut organisée dans tout le domaine, impliquant non seulement les gardes du château, mais également des paysans des villages environnants mobilisés pour les recherches. Aucune trace de l'enfant ne fut découverte, malgré des recherches qui s'étendirent sur plusieurs jours et couvrirent un rayon de 20 kilomètres autour de Bellefontaine. Les chiens utilisés pour la traque perdirent sa piste dès la sortie du château, comme si Pierre avait littéralement disparu dans les airs. De Chevreuse interrogea longuement tous les pensionnaires. Chacun jura n'avoir rien vu, rien entendu. Les témoignages concordaient. Pierre s'était couché normalement après le repas du soir, avait participé comme d'habitude aux prières communes, et personne ne l'avait vu quitter le dortoir pendant la nuit. Adrien, questionné comme les autres, déclara simplement que Pierre lui avait confié quelques jours plus tôt son intention de s'enfuir pour retrouver sa famille en Bourgogne. Cette explication fut jugée plausible, Pierre ayant effectivement manifesté à plusieurs reprises sa nostalgie de sa région natale et son espoir de retrouver une tante qui aurait pu l'accueillir. Pourtant, quelque chose dans l'attitude d'Adrien pendant cet interrogatoire troubla profondément de Chevreuse. L'enfant répondait aux questions avec son calme habituel, mais son instructeur, rompu à l'art de déchiffrer les expressions, crut percevoir dans ses yeux une satisfaction discrète, presque imperceptible, qui cadrait mal avec la disparition d'un camarade. Plus troublante encore, Adrien semblait connaître des détails sur les projets de fuite de Pierre que ce dernier n'avait mentionné à personne d'autre. Il évoqua ainsi une route secrète que Pierre aurait découverte, des complices à l'extérieur qui l'auraient aidé, des provisions cachées qui lui auraient permis de survivre pendant sa fuite. Des détails si précis qu'ils ne pouvaient venir que de Pierre lui-même ou d'une connaissance intime de ses véritables intentions. 3 semaines plus tard, ce fut au tour d'Élise Beaumont de disparaître. Même scénario, livide au matin, affaire rangée, aucune trace. Mais cette fois, la disparition s'accompagna d'un détail troublant. Élise souffrait depuis quelques jours d'une fièvre persistante qui l'avait contrainte à garder le lit. Comment une enfant malade et affaiblie avait-elle pu organiser et mener à bien une évasion? De Chevreuse décida de mener son enquête de façon plus serrée. Il fit surveiller discrètement tous les enfants, installa des gardes supplémentaires aux points stratégiques du château, organisa des rondes nocturnes plus fréquentes. Il fit également fouiller minutieusement les affaires personnelles de tous les pensionnaires, à la recherche d'indices qui auraient pu révéler des projets de fuite ou des complicités. Ces précautions ne suffirent pas à empêcher une 3e disparition, celle de Catherine Lemoine, en février 1743. Mais cette fois, un détail nouveau émergea. L'un des gardes de nuit, un ancien soldat nommé Bertrand Laforge, jura avoir aperçu, vers 3 heures du matin, une silhouette d'enfant se dirigeant vers les souterrains du château. Laforge était un homme d'expérience, qui avait servi pendant 15 ans dans les armées royales, avant d'être recruté pour la garde de Bellefontaine. Sa vigilance et sa fiabilité étaient reconnues de tous.
Quand il affirma avoir vu cette silhouette, De Chevreuse prit son témoignage très au sérieux. Selon Laforge, la silhouette se déplaçait avec une aisance troublante dans l'obscurité, comme si elle connaissait parfaitement les lieux. Quand il avait tenté de la suivre, elle avait disparu dans le dédale des galeries souterraines avec une rapidité qui dépassait les capacités normales d'un enfant. Le garde avait fouillé les tunnels pendant plus d'1 heure, mais sans résultat. De Chevreuse organisa immédiatement une fouille complète des souterrains. Accompagné de 4 gardes armés de torches et de lanternes, il explora systématiquement chaque galerie, chaque chambre, chaque recoin du réseau souterrain. Ce qu'il découvrit dans une galerie reculée, à près de 100 mètres sous terre, le glaça d'horreur. Dans une chambre secrète qu'il n'avait jamais vue auparavant, malgré sa connaissance approfondie des lieux, gisaient les corps des 3 enfants disparus. Mais ce n'était pas la découverte des cadavres qui était le plus troublant. C'était leur état. Les 3 corps étaient soigneusement disposés sur des lits de pierre, taillés dans le roc, habillés de leurs plus beaux vêtements, les mains croisées sur la poitrine dans une pose quasi religieuse. Leur visage ne portait aucune trace de violence, aucune blessure visible. Ils semblaient simplement endormis, paisibles, presque souriants. Mais l'examen plus approfondi révéla des détails encore plus troublants. Les corps étaient dans un état de conservation qui défiait les lois naturelles. Morts depuis plusieurs semaines, ils ne présentaient aucun signe de décomposition. Leur peau gardait la couleur rosée de la vie, leurs cheveux conservaient leur brillant naturel, leurs yeux mi-clos semblaient sur le point de s'ouvrir. L'analyse sommaire pratiquée par le médecin du château révéla qu'ils étaient morts, empoisonnés. Probablement par une substance qui avait provoqué une mort douce, sans souffrance apparente. Mais le poison utilisé était d'une sophistication qui dépassait largement les connaissances habituelles en la matière. Il avait non seulement tué sans douleur, mais également préservé les corps de la corruption habituelle. Mais le plus inquiétant était la mise en scène. Des bougies disposées tout autour des corps, des fleurs fraîches posées sur leur poitrine, des petits objets personnels arrangés avec un soin maniaque autour d'eux, des jouets d'enfance, des dessins, des lettres de famille conservées depuis leur arrivée à Bellefontaine. Quelqu'un avait transformé cette chambre souterraine en une sorte de sanctuaire macabre, visitant régulièrement les corps pour renouveler les fleurs, remplacer les bougies consumées, maintenir cette sinistre cérémonie mortuaire. Et ce quelqu'un possédait non seulement les clés des souterrains, mais également une connaissance intime de l'histoire personnelle de chaque enfant décédé. De Chevreuse fit immédiatement rassembler tous les enfants restants dans la grande salle du château. Il y en avait désormais 17, les 6 autres ayant soit disparu, soit été transférés vers d'autres programmes selon les besoins officiels de la couronne. Parmi ces 17 enfants, Adrien se tenait au premier rang, aussi impassible qu'à son habitude. L'interrogatoire qui suivit fut d'une intensité rare. De Chevreuse, utilisant toutes les techniques d'intimidation qu'il maîtrisait, pressa les enfants de révéler ce qu'ils savaient. Il promit des récompenses aux délateurs, menaça de punitions collectives en cas de silence, joua sur les peurs et les rivalités, pour briser la solidarité du groupe. Certains enfants craquèrent rapidement, fondant en larmes, suppliant qu'on les laisse rentrer chez eux, révélant des détails sur les conversations privées qu'ils avaient pu surprendre entre leurs camarades. D'autres, forgés par 8 années de dressage intensif, gardèrent un silence obstiné malgré les pressions exercées sur eux. Mais c'est Adrien qui surprit tout le monde en demandant la parole. Quand De Chevreuse la lui accorda, l'enfant se leva et déclara d'une voix claire, parfaitement audible dans le silence tendu de la salle. « Dom de Chevreuse cherche un coupable parmi nous, mais il devrait peut-être s'interroger sur les véritables responsables de ces morts. Pierre, Élise et Catherine n'ont pas été tués par l'un d'entre nous. Ils ont été supprimés parce qu'ils avaient découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû savoir. » Le silence qui accueillit cette déclaration était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. De Chevreuse, décontenancé par l'audace de l'enfant, lui demanda de s'expliquer. Adrien continua avec le même calme troublant.
Ils avaient compris que le programme de Bellefontaine n'était pas ce qu'on nous avait dit. Nous ne sommes pas formés pour servir le roi. Nous sommes formés pour être vendus. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. De Chevreuse nia avec véhémence, mais Adrien poursuivit implacablement. Des visiteurs viennent régulièrement au château. Ils ne viennent pas pour évaluer nos progrès. Ils viennent pour nous choisir, comme on choisit des chevaux dans un haras. Pierre l'avait compris, il avait entendu une conversation entre Dom de Chevreuse et l'un de ses visiteurs. On lui proposait 3000 livres pour l'acheter. Si cela vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette révélation troublante. Et souvenez-vous que nous ne faisons qu'effleurer la surface de cette histoire. Les révélations d'Adrien se poursuivirent pendant près d'1 heure. Avec une précision glaçante, il décrivit un système de vente d'enfants dressé à des nobles débauchés, à des espions étrangers, à des sectes secrètes qui opéraient dans toute l'Europe. Le domaine de Bellefontaine n'était pas une école de formation au service de la couronne. C'était un élevage d'enfants esclaves, destinés aux plaisirs les plus vils et aux missions les plus dangereuses. Selon Adrien, les transferts vers d'autres programmes n'étaient que des ventes déguisées. Les enfants les plus beaux, les plus doués, les plus obéissants, étaient progressivement sélectionnés et livrés à des acheteurs dont on préférait ignorer les intentions véritables. L'enfant révéla des détails troublants sur l'organisation de ce commerce. Il évoqua des catalogues secrets où chaque pensionnaire était décrit comme une marchandise, avec ses qualités spéciales, ses compétences particulières, son potentiel de développement. Il mentionna des enchères clandestines où les acheteurs se disputaient les pièces les plus rares du cheptel de Bellefontaine. Plus troublant encore, Adrien révéla l'existence d'un réseau international de propriétés similaire à Bellefontaine, disséminés à travers l'Europe et même au-delà. Des châteaux en Allemagne, des monastères en Italie, des propriétés en Angleterre, toutes servant à la même fonction. Dresser des enfants pour satisfaire les besoins les plus inavouables des puissants. Ce qui suivit cette révélation publique d'Adrien plongea le domaine de Bellefontaine dans un chaos dont les répercussions allaient dépasser largement ses murs. De Chevreuse, confronté à des accusations si précises et formulées avec tant d'assurance par un enfant de 11 ans, perdit pour la première fois depuis des années son sang-froid habituel. Il fit immédiatement enfermer Adrien dans l'une des cellules des souterrains, officiellement pour sa propre protection, en attendant que la vérité soit établie. Mais cette mesure, loin de calmer les esprits, eut l'effet inverse. Les autres enfants, galvanisés par les révélations de leurs camarades, commencèrent à parler à leur tour. Les témoignages s'accumulèrent, chacun apportant sa pierre à l'édifice d'horreur qu'Adrien avait commencé à dévoiler. Margot Tessier révéla avoir été témoin d'une scène où de Chevreuse négociait le prix de Jean-Baptiste Fournier avec un homme masqué dans la bibliothèque du château, tard un soir d'automne. Jean-Baptiste lui-même confirma avoir entendu parler de livraison prévue pour le printemps, lors d'une conversation surprise entre 2 instructeurs dans les écuries. Charles Dubois mentionna avoir vu partir certains de ses camarades en pleine nuit, escortés par des hommes en armes qui n'appartenaient pas à la garde habituelle du château. D'autres enfants témoignèrent de visites nocturnes mystérieuses, d'hommes élégamment vêtus qui venaient examiner les pensionnaires comme du bétail, de conversations en langues étrangères dans les couloirs du château, de camarades emmenés soi-disant vers d'autres programmes et jamais revenus donner de leurs nouvelles. Le portrait qui émergea de ces témoignages était celui d'un système organisé de traite d'enfants, opérant sous couvert d'un programme éducatif royal. Les enfants les plus obéissants, les plus beaux, les plus doués, étaient progressivement sélectionnés pour être vendus à des acheteurs dont on préférait ignorer les intentions. Mais au cœur de cette révélation se cachait un mystère plus profond encore. Car si Adrien avait pu dévoiler avec tant de précision les rouages de ce système, c'est qu'il l'avait étudié, observé, analysé pendant des années. Et la question qui commençait à hanter de Chevreuse était la suivante. Dans quel but? La réponse vint plus tôt qu'attendue. Le 3e jour de l'emprisonnement d'Adrien dans les souterrains,
De Chevreuse découvrit que sa cellule était vide, non pas fracturée ou forcée, simplement ouverte de l'intérieur, comme si l'enfant avait possédé depuis le début les clés de sa prison. La serrure ne portait aucune trace d'effraction. La porte était entr'ouverte, comme si Adrien était simplement sorti pour une promenade. Ses chaînes gisaient au sol, ouvertes par une méthode si habile qu'elle ne laissait aucune marque sur le métal. Tout indiquait que l'enfant avait préparé cette évasion depuis longtemps et qu'il possédait des compétences qui dépassaient largement ce qu'on lui avait enseigné. La fouille qui s'ensuivit révéla qu'Adrien n'avait pas fui le domaine. Il se trouvait dans la chambre secrète où avaient été découverts les corps des 3 enfants disparus. Mais cette chambre avait été transformée. Les corps avaient été déplacés, soigneusement embaumés, selon des techniques qui dépassaient largement les connaissances d'un enfant de 11 ans, et disposés dans des alcôves creusées dans les murs. La chambre elle-même était devenue une sorte de bureau macabre. Des tables couvertes de documents, des plans détaillés du château et de ses souterrains, des listes de noms avec des annotations dans une écriture d'une précision d'adulte, des cartes de l'Europe avec des itinéraires tracés à l'encre rouge, des lettres rédigées en plusieurs langues, des comptes rendus détaillés sur chaque pensionnaire de Bellefontaine. Et au centre de tout cela, Adrien, assis derrière un pupitre improvisé, qui attendait visiblement l'arrivée de Chevreuse. L'enfant avait troqué sa tenue habituelle de pensionnaire contre des vêtements d'adulte qui lui donnaient une apparence troublante de maturité précoce. Quand l'instructeur pénétra dans la chambre, accompagné de 2 gardes armés, Adrien leva les yeux vers lui avec cette expression de calme satisfait qui lui était devenue habituelle. « Dom de Chevreuse, dit-il de sa voix claire, il était temps que vous arriviez. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Ce qui se passa ensuite défie encore aujourd'hui la compréhension. Adrien, du haut de ses 11 ans, prit le contrôle de la situation avec une assurance qui glaça le sang de tous les présents. Il révéla à De Chevreuse qu'il avait non seulement découvert depuis longtemps la véritable nature du programme de Bellefontaine, mais qu'il l'avait également infiltré et retourné à son profit. Les 3 enfants morts, expliqua-t-il avec un détachement terrifiant, n'avaient pas été tués pour les empêcher de parler. Ils avaient été éliminés parce qu'ils constituaient une menace pour son propre plan. Pierre, Élise et Catherine avaient en effet découvert le système de vente, mais ils avaient également découvert qu'Adrien préparait quelque chose de bien plus ambitieux. Depuis des mois, révéla-t-il, il entretenait une correspondance secrète avec certains des acheteurs qui fréquentaient le domaine. Non pas pour se faire acheter lui-même, mais pour leur proposer ses services en tant qu'intermédiaire. Il leur promettait non seulement de leur livrer les enfants qu'ils désiraient, mais également de leur fournir des informations sur les autres acheteurs, créant ainsi un réseau de chantage et d'influence qui lui donnerait un pouvoir considérable. Les documents étalés sur les tables de la chambre secrète en témoignaient, des lettres chiffrées échangées avec des nobles européens, des contrats rédigés dans plusieurs langues, des plans détaillés pour l'enlèvement et le transport d'enfants, des listes de prix selon l'âge, le sexe et les compétences spéciales de chaque victime potentielle. Adrien avait transformé sa prison en quartier général d'un commerce d'enfants qui dépassait largement les ambitions initiales de Chevreuse. Et le plus troublant était qu'il avait mené cette entreprise avec la méthodologie et la froideur d'un homme d'affaires adulte, tout en conservant l'apparence innocente d'un enfant de 11 ans. Pierre, Élise et Catherine avaient commencé à soupçonner mes véritables activités, continua Adrien avec la même tranquillité déconcertante. Ils représentaient un danger pour mes plans. J'ai donc pris les devants. La révélation de ces meurtres calculés provoqua chez De Chevreuse un mélange d'horreur et de fascination morbide. Son élève modèle avait dépassé tous ses enseignements pour devenir quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Un enfant psychopathe d'une intelligence exceptionnelle, capable de manipuler les adultes les plus retors et de commettre les crimes les plus froids. La confrontation entre De Chevreuse et son ancien élève dans cette chambre souterraine marqua la fin brutale du programme de Bellefontaine, mais également le début d'une histoire bien plus sombre encore.
car Adrien avait prévu cette confrontation et s'y était préparé avec la même minutie qu'il avait mise dans l'organisation de son réseau criminel. Quand de Chevreuse tenta de faire arrêter l'enfant par ses gardes, ceux-ci refusèrent d'obéir. Adrien révéla alors qu'il avait depuis longtemps identifié les faiblesses de chaque homme du domaine et qu'il les tenait tous par quelques moyens de chantage. Les gardes avaient des familles qu'ils ne voulaient pas voir menacées. Les serviteurs avaient des secrets qu'ils ne voulaient pas voir révélés. L'instructeur découvrit avec horreur qu'Adrien possédait des preuves de tous ces détournements de fonds, de toutes ces transactions illégales, de tous les crimes qu'il avait commis depuis le début du programme. Plus grave encore, l'enfant avait constitué des dossiers similaires sur tous les participants au réseau, depuis les acheteurs jusqu'aux complices les plus haut placés dans la hiérarchie royale. « Vous m'avez appris que l'information était le pouvoir suprême », dit Adrien en désignant les documents qui jonchèrent les tables. « J'ai été un excellent élève. Trop excellent peut-être pour votre propre sécurité. Le chantage était parfaitement orchestré. Adrien proposait un marché. De Chevreuse et ses complices continueraient leurs activités, mais désormais sous sa supervision. L'enfant deviendrait l'intermédiaire unique de toutes les transactions, prélevant sa commission sur chaque vente, tout en s'assurant que personne ne puisse le trahir sans s'exposer lui-même à la ruine. Face à cette proposition monstrueuse, De Chevreuse tenta une dernière résistance. Il évoqua la folie d'un tel projet, l'impossibilité pour un enfant de diriger un réseau international de cette envergure. Mais Adrien lui démontra méthodiquement qu'il avait déjà commencé à mettre son plan en œuvre. Plusieurs acheteurs, importants, avaient déjà accepté de traiter exclusivement avec lui. Des contacts avaient été établis avec d'autres réseaux similaires en Europe. Des fonds considérables avaient été détournés et placés dans des banques suisses sous des noms d'emprunt. Le système était opérationnel et ne demandait qu'à s'étendre. La suite des événements reste encore aujourd'hui enveloppée de mystères. Selon certains témoignages fragmentaires, De Chevreuse aurait finalement accepté les conditions d'Adrien, préférant conserver une position subordonnée plutôt que de risquer l'exposition publique de ses crimes. D'autres sources suggèrent qu'il aurait tenté de résister et qu'il aurait disparu dans des circonstances aussi mystérieuses que les enfants qu'il avait fait éliminer. Ce qui est certain, c'est que le domaine de Bellefontaine fut officiellement fermé en juin 1746, officiellement pour restructuration administrative. Les enfants survivants furent dispersés dans différentes institutions à travers le royaume, leurs dossiers scellés sous le secret d'État. Quant à Adrien Delacroix, il disparut lui aussi des archives officielles. Aucun document ne mentionne son transfert vers une autre institution, aucune trace de sa mort ou de son adoption. C'est comme si l'enfant s'était volatilisé, emportant avec lui tous les secrets de Bellefontaine. Pourtant, dans les années qui suivirent, plusieurs événements troublants secouèrent les cours européennes. Des nobles influents moururent empoisonnés dans des circonstances mystérieuses. Des secrets d'État furent révélés par des sources anonymes, provoquant des scandales politiques majeurs. Des réseaux de traite d'enfants furent démantelés par des dénonciations dont l'origine ne put jamais être établie. Les enquêteurs les plus perspicaces remarquèrent que tous ces événements présentaient des caractéristiques communes. Une sophistication dans l'exécution, une connaissance intime des faiblesses de chaque victime et surtout une précision qui évoquait l'œuvre d'un esprit exceptionnel, doublé d'une absence totale de scrupules moraux. Certains rapports confidentiels des services secrets français mentionnent l'existence d'un mystérieux intermédiaire surnommé l'Ange, qui aurait orchestré plusieurs opérations secrètes d'une complexité extraordinaire au service de différents gouvernements européens. Cet Ange ne rencontrait jamais ses employeurs en personne, communiquait uniquement par lettres chiffrées et exigeait des honoraires si élevés que seuls les États les plus riches pouvaient se permettre ces services. Plus troublant encore, plusieurs témoins ayant eu des contacts indirects avec cet Ange rapportèrent qu'ils avaient eu l'impression troublante de traiter avec un enfant doté d'une intelligence d'adulte, mais personne ne put jamais confirmer cette impression.
En 1763, soit 17 ans après la fermeture de Bellefontaine, un incident particulier attira l'attention des autorités françaises. Un noble autrichien impliqué dans des affaires d'espionnage fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel parisienne, empoisonné par une substance sophistiquée. Sur sa table de nuit, les enquêteurs découvrirent une lettre d'adieu dans laquelle il confessait ses crimes et révélait l'existence d'un vaste réseau de corruption impliquant plusieurs cours européennes. Cette lettre était signée d'un nom qui fit frémir tous ceux qui connaissaient l'histoire secrète de Bellefontaine, Adrien Delacroix. Mais quand les autorités tentèrent de retrouver la trace de ce mystérieux Adrien, elles ne découvrirent qu'une succession d'identités fictives, de domiciles abandonnés, de témoins qui juraient n'avoir jamais vu le visage de leur interlocuteur. L'enquête révéla que depuis près de 20 ans, un homme utilisant ce nom avait organisé l'élimination systématique de tous ceux qui avaient participé au programme de Bellefontaine. Instructeurs, acheteurs, complices, tous avaient été retrouvés morts dans des circonstances suspectes, emportant leurs secrets dans la tombe. Cette découverte glaça d'effroi les quelques survivants encore en vie. Ils comprirent qu'Adrien Delacroix, l'enfant prodige de Bellefontaine, était devenu l'exécuteur implacable de sa propre justice. Il avait passé sa vie d'adulte à traquer et éliminer tous ceux qui avaient participé à la destruction de son enfance, utilisant contre eux les armes qu'ils lui avaient eux-mêmes enseignées. Mais le plus terrifiant était la méthode. Adrien ne se contentait pas de tuer ses victimes. Il les manipulait d'abord, les contraignait à révéler leurs crimes, détruisait leur réputation avant de les éliminer physiquement. C'était une vengeance totale, méthodique, d'une cruauté raffinée qui témoignait d'un esprit brillant, mais définitivement corrompu par les horreurs de son enfance. Les dernières traces d'Adrien Delacroix remontent à 1768. Cette année-là, les autorités françaises reçurent un document anonyme révélant l'existence d'archives secrètes cachées dans les ruines de Bellefontaine. Ces archives contenaient des preuves accablantes sur le programme secret, des listes de tous les participants, des témoignages détaillés sur les crimes commis. Le document était accompagné d'une lettre brève mais saisissante. La justice des hommes a échoué. La mienne est accomplie. Les enfants de Bellefontaine peuvent enfin reposer en paix. Depuis cette date, plus aucune trace d'Adrien Delacroix n'a jamais été retrouvée. L'homme qui était devenu l'enfant prodige de Bellefontaine avait disparu aussi mystérieusement qu'il avait vécu, laissant derrière lui une légende noire qui continue de hanter les archives secrètes des cours européennes. Aujourd'hui encore, quand des historiens spécialisés découvrent dans les vieilles archives des documents relatant des morts suspectes de nobles ou de hauts fonctionnaires au XVIIIe siècle, ils se posent parfois la question: cette mort mystérieuse pourrait-elle être l'œuvre d'Adrien Delacroix? L'enfant que la science ne pouvait expliquer était-il devenu l'homme que la justice ne put jamais arrêter? Et vous, que croyez-vous qu'il soit vraiment arrivé à cet enfant extraordinaire et terrifiant? Pensez-vous que tous les secrets de Bellefontaine ont été révélés, ou existe-t-il encore des zones d'ombre dans cette histoire? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos enquêtes dans les archives les plus sombres de l'histoire et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux mystères du passé. Car qui sait? Peut-être existe-t-il encore aujourd'hui des descendants de ces réseaux secrets, des héritiers de ces méthodes terrifiantes que nous préférons croire disparues à jamais.